chers téléspectateurs de WF1 TV. Nous sommes très heureuses de vous accueillir aujourd'hui dans notre émission Conversation. Conversation est une émission intergénérationnelle. Aujourd'hui, nous accueillons deux grandes dames, Madame Diago Ndiaye, présidente de REPS-FECO, et Madame Sophie Ndiaye-Sy. Bonjour Khadija, je suis présidente régionale d'un réseau intitulé Réseau Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO. Nous intervenons dans les 15 pays de la CEDEAO. Nous sommes des actrices qui travaillent dans le domaine de la paix, de la sécurité et du développement. L'objectif de notre réseau est d'optimiser et de coordonner toutes les initiatives des femmes en matière de leur promotion et droits des femmes, mais également sur la paix, la sécurité, la médiation, la mise en œuvre de la résolution 1325 et d'autres thématiques qui se rapportent aux droits humains et droits de la femme notamment. D'accord. Nous allons laisser la parole à Madame Sophie Ndiaye-Sy. Merci beaucoup Khadija. Donc, je m'appelle Sophie Ndiaye-Sy. Je suis la présidente du groupe de travail Femmes, Jeunes, Paix et Sécurité en Afrique de l'Ouest et au Sahel, section Sénégal. Je suis géographe de formation spécialisée en aménagement du territoire et gestion urbaine. Je suis également très engagée dans des associations et également au niveau du mouvement qu'on appelle le mouvement Afula. Et depuis mon plus jeune âge, je m'investis dans des activités citoyennes. D'accord. Vous êtes également secrétaire générale du Conseil national de la jeunesse et également commissaire national chargé du développement communautaire. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce mouvement que vous dirigez? Pour le groupe de travail, c'est une plateforme régionale qui regroupe les agences des Nations Unies, les organisations de la société civile, les universités ainsi que des instituts qui ont un intérêt dans la promotion de la résolution 1325 et suivante du système des Nations Unies. Et donc nous sommes dans la vulgarisation non seulement de ces résolutions, mais également tout ce qui est question de paix et sécurité. Au niveau du Conseil national de la jeunesse, également, où je suis secrétaire générale, c'est une plateforme également de jeunes, des organisations de jeunes qui s'activent dans pas mal de domaines, dans la formation, la sensibilisation, la paix et la sécurité dans le domaine de la santé. Donc nous représentons les jeunes dans beaucoup également d'instances de décision et également on organise pas mal d'activités dans les régions avec les jeunes comme des forums sur les questions paix et sécurité, la migration, ça dépend des thématiques selon les régions également. D'accord. Aujourd'hui, je vous ai réunis toutes les deux parce que dans le cadre de l'émission qui s'appelle Conversation, Conversation c'est intergénérationnel et intragénérationnel. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse le plus, c'est intergénérationnel, c'est-à-dire confronter deux personnalités. Voilà, une femme assez accomplie qui a de l'expérience et de l'expertise, à savoir Madame Ndiaye, et une jeune dame, qui est là en apprentissage auprès de Madame Ndiaye. Toutes les deux, vous avez travaillé au niveau du groupe de travail. Donc, moi, j'aimerais vous demander, Madame Diago, qui est Sophie pour vous? Et également, je vais vous poser la même question. Sophie, qui est Madame Ndiaye pour vous? Sophie, c'est une jeune dame que j'admire beaucoup. J'ai beaucoup de respect pour elle plutôt, parce que Sophie a de l'engagement, elle a de la volonté, elle en veut, comme on dit en français, elle en veut toujours. Donc, c'est pas étonnant qu'elle soit la secrétaire générale nationale du Conseil national de la jeunesse, ce qui l'a amené au groupe de travail. Mais en si peu de temps, devant ses pairs et même les adultes, on lui a cédé la place et nous l'avons élue à la tête du groupe de travail Jeunes Femmes et Sécurité, à travers ses actions qu'elle mène, à travers sa détermination, mais à travers aussi ses connaissances. Peut-être qu'elle n'est pas en apprentissage parce qu'elle est venue avec un capital de connaissances et d'expérience. On échange, je dis, entre deux générations différentes, on se complète. Il y a des domaines où vraiment elle se distingue. Mais nous, peut-être ce que nous avons en plus, c'est l'expérience. Mais elle a fait des études universitaires,
elle vient de le dire, elle est géographe de formation. Moi, je suis enseignante de formation. J'ai eu à enseigner l'histoire et la géographie en Éthiopie, où j'étais, le français, l'histoire et la géographie, parce que je suis littéraire de formation, je suis psychopédagogue de la petite enfance, mais il est arrivé que dans ces lycées de ces pays, il manquait des enseignants en français et on m'a confié cette discipline. J'étais en apprentissage parce que je me mettais à faire des préparations jusqu'à 3 heures du matin, parce que c'est une discipline que je ne maîtrisais pas. Donc, comme j'ai dit, on est complémentaires. Au niveau du groupe de travail aussi, on est complémentaires. Parce qu'elle a des connaissances sur les jeunes que nous ne maîtrisons pas par rapport à l'engagement des jeunes, à l'implication des jeunes. Nous aussi, nous avons un capital d'expérience sur le travail effectué par les femmes. Donc, on se complète. Elle m'apporte sa fraîcheur. Elle m'apporte ses connaissances par rapport à l'utilisation des nouvelles technologies de l'information, comment utiliser les réseaux sociaux, comment se mettre sur WhatsApp, comment travailler. Donc, à partir des réseaux sociaux, nous de même, nous leur apportons ce que nous avons acquis, donc en matière de médiation, concernant l'aspect culturel, en matière de citoyenneté, concernant donc les valeurs que nous incarnons, parce que nous avons des valeurs positives que nous devons leur transmettre. Sophie? Madame Diago Ndiaye, au-delà d'être ma présidente, parce qu'elle a été également présidente du groupe de travail Femmes, Jeunes, Paix et Sécurité. Et après elle, c'était Waré, donc après Waré, c'est nous. Donc c'est ma tata, c'est ma maman. Nous on l'appelle affectueusement Tata Diago et Maman Diago. Et je pense que c'est un encadreur du moins, une formatrice. Vraiment une personne qui m'a aidée à arriver là où je suis. Parce que quand on parle souvent d'échanges intergénérationnels, ce n'est pas seulement le fait de participer à des activités entre les adultes et les jeunes, mais également les échanges que nous faisons souvent de façon informelle. Quand j'ai besoin de faire une activité, elle me conseille, donc c'est ma conseillère. Donc elle nous apporte beaucoup son expérience. Nous sommes des jeunes, et elle fait partie des femmes leaders qui ont beaucoup participé à l'autonomisation des femmes leaders également qui ont beaucoup vraiment participé à l'engagement des femmes. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la participation des femmes dans les instances de décision. Elles se sont battues pour qu'aujourd'hui les femmes puissent prendre la parole dans ces instances-là. Donc aujourd'hui, nous, on essaie en tant que jeunes de suivre leurs pas, mais également d'apprendre de leurs expériences pour pouvoir continuer le travail. Donc nous avons besoin de ces expériences, mais également de son encadrement. Parce que apprendre quelque chose et pouvoir avoir la pédagogie, c'est deux choses différentes. On peut avoir des connaissances, mais ne pas savoir comment peut-être la bonne méthodologie. Alors qu'elle, vraiment, elle a longtemps travaillé dans les organisations, dans les associations. Aujourd'hui, elle nous apporte ces expériences en tant que femme leader. C'est également elle essaie également de nous mettre sur la bonne voie, de voir ce qui a été fait, les acquis, et également voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché quand elle, en tant que femme, avec d'autres femmes, essaie quand même de se battre pour qu'on ait quand même certains acquis comme la parité. Il y a eu pas mal de contraintes, parce que vous savez, nous sommes dans un pays également où c'est vrai qu'aujourd'hui, les femmes ont eu beaucoup d'acquis, mais ce n'était pas facile quand même. Comment voyez-vous l'engagement féminin ces 2 dernières décennies? C'est vrai, nous avons combattu, nous avons eu des acquis par rapport à la parité, par rapport à la prise en charge. Maintenant, une femme a le privilège, le droit de prendre en charge son époux pour la prise en charge maladie. Ce n'était pas évident. Tout à fait. Maintenant, même si l'époux est un étranger, on est marié à un étranger, on a la possibilité de le prendre en charge si on est fonctionnaire. Ici, on est même du privé, de le prendre en charge sur le plan médical. Ce qui nous reste à faire, c'est l'autorisation parentale. Ça, jusqu'à présent, c'est un défi. Voilà, c'est un défi qu'il faut relever. Tout à fait. Mais également, les défis qu'il faut relever aussi, c'est l'avortement médicalisé. Ça aussi, il faut qu'on se batte. Parce que
c'est pas pervertir nos filles, c'est pas pervertir, les laisser avoir un comportement dégradant. Tout à fait. Ça, c'est une question de santé. Si par exemple celle qui a subi un violence, viol, voilà, tombe enceinte, si c'est un cas d'inceste, quelle est la possibilité de dire je ne veux pas de cet enfant? Tout à fait. C'est mon père ou mon cousin ou mon oncle qui m'a mis dans cet état, mais pourquoi conserver cet enfant si je n'en veux pas? Si c'est une mineure malade, ses organes ne sont pas encore bien constitués, qui prend une grossesse, que ses parents ou elle-même aient la possibilité de l'aider au cours de cette grossesse pour qu'elle puisse au moins être en bonne santé. C'est ce combat que nous menons. Voilà, donc il nous reste des acquis. Donc c'est vrai, nous avons combattu pour la parité, mais il reste des choses à faire pour la parité. On n'a pas encore 50-50 pour la parité. On a 42%, 43% de représentation à l'Assemblée, parce que les commissions ne sont pas paritaires. Donc c'est ce qui fausse le débat. Et quand il y a au moment des élections, surtout législatives, ce qu'on appelle les plus forts restes, ce sont les hommes chefs de parti qui se partagent ces plus forts restes, ce qui fausse ce calcul. Donc il faudra qu'on mène ce combat. Mais le combat qu'elle doit mener, c'est le combat pour consolider d'abord ses acquis, pour les stabiliser et pour avancer. Telle que la loi sur la marginalisation du viol que nous venons de voter, il faut qu'elle se batte avec nous pour vulgariser cette loi, pour sensibiliser que ce n'est pas une loi qui a été prise contre les hommes, mais c'est uniquement une loi qui a été mise en place pour protéger surtout les femmes et surtout les jeunes femmes qu'elles sont. D'accord. Voilà. Sophie, que pouvez-vous rajouter, d'autant plus que vous êtes membre d'une association qui lutte contre les mutilations génitales? Par rapport à ça, moi je dirais qu'il y a eu beaucoup d'acquis. Malheureusement, actuellement, la consolidation, mais également la vulgarisation, de ce côté, il reste beaucoup à faire. Et les femmes, quand même, ont tout fait pour avoir vraiment certains acquis. Mais à notre niveau, nous, en tout cas, notre génération, quand même, ne joue pas pleinement son rôle. Parce que malheureusement, c'est le cas. Moi, si je prends mon cas, quand on faisait la formation avec l'association des femmes africaines pour la recherche et le développement, et Tadjago faisait partie des formatrices, il y avait beaucoup de jeunes filles qui ont participé à ces formations. Aujourd'hui, si on regarde, parce que plus de la moitié de ces jeunes filles ne sont plus actives. Donc, elles ont fait ces formations, on ne les voit plus, elles sont parties à studio. Donc là, ça pose problème. Tout à fait. Donc, ça veut dire qu'il y a l'engagement qui reste. Donc il y a l'engagement qui reste. Du côté également, nous on travaille sur les mutilations génitales féminines et les mariages d'enfants. Et à ce niveau également, on a fait beaucoup de sensibilisation. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, il nous faut beaucoup d'engagement. Il nous faut beaucoup d'engagement. Non seulement beaucoup d'engagement, mais beaucoup de sensibilisation. Parce que souvent, les gens ont tendance à faire une formation, les gens disent que oui, on va essayer de laisser tomber. Après, il n'y a pas de suivi. Tout à fait. Alors que c'est très important le suivi. Donc, le suivi va falloir vraiment, si on veut vraiment sauver, je ne dirais pas sauver, mais assurer la continuité de ce que nous sommes en train de faire, il faudra qu'on mette l'accent sur le suivi. Rares sont les associations quand même qui font ça. Par exemple, le REFSECO quand même, à chaque fois quand il fait des activités, donc c'est des activités régulières. Là, on peut faire le suivi, on peut faire quand même. Mais il y a d'autres associations de femmes qui sont là. Donc je pense qu'aujourd'hui, quand même, ces associations de femmes doivent revoir leur méthodologie. D'autant plus qu'on parle maintenant du digital. Donc je pense que les femmes ont intérêt à être sur les réseaux sociaux. Parce que la formation et l'encadrement, ce n'est pas seulement dans une salle, ni à la maison, c'est également là où se trouvent les jeunes. On trouve beaucoup de jeunes sur les réseaux sociaux. Récemment, j'ai vu une professeure d'université qui est actuellement sur les réseaux sociaux. Et vraiment, parfois, elle se demande, les jeunes qui sont sur les réseaux sociaux, est-ce que vraiment ils ont une famille? Tellement on voit certains comportements différents. Moi, je me dis qu'aujourd'hui, vraiment, si on réussit à voir les femmes sur les réseaux, ça peut permettre peut-être d'encadrer ces jeunes au niveau de ces réseaux. Ce que je voulais ajouter sur l'engagement féminin,
c'est la question qui m'avait été posée. Le mouvement féminin est en régression. Ça, on le déplore. Il y a moins d'engagement. Pourquoi? Je ne sais pas de les justifier, hein, les jeunes. Parce que notre génération a eu la chance d'avoir un boulot, d'étudier, d'avoir des bourses, aller à l'université, aller à l'étranger faire des études, avoir des responsabilités. Mais leur génération, nous, nos enfants, ont connu la difficulté liée au contexte socio-économique qui ont suivi après. Les programmes d'ajustement structurel, le chômage, la pauvreté qui s'est augmentée, etc. Donc, ils demandent d'abord une sécurisation économique. Une sécurisation économique, c'est avoir un travail, c'est pouvoir assurer, se prendre en charge, aider ses parents, parce que c'est difficile. Tout à fait. C'est également pouvoir se marier, avoir des enfants, fonder une famille, encadrer leur famille. Et ils sont beaucoup plus exigeants, leur génération. Ils veulent tout et tout de suite. Ils veulent tout de suite une maison, ils veulent une voiture, ils veulent tout. Donc, ils n'ont plus ce temps à consacrer au mouvement féminin. C'est le boulot, c'est faire ses performances, c'est avancer. Donc, moi, je prends exemple sur mes enfants. Je n'ai que des filles, mais je n'ai aucune fille qui est militante. De temps en temps, il y a des activités qui se passent. Celles qui ont vécu aux États-Unis sont allées défiler quand il y avait le George Floyd, voilà, George Floyd. À la Corniche. Et ça s'arrête là. Ou bien on parle de violence, mais elles ne militent pas dans des associations. Elles me disent, nous, on n'a pas le temps. Nous, on veut travailler, gagner de l'argent, avoir une... Elles pensent toutes comme ça. C'est pour ça que ce mouvement féminin est en régression un peu. Il faut qu'on travaille pour qu'on essaie de les attirer, pour que nos mouvements et nos associations, les associations soient beaucoup plus attractives pour qu'elles viennent. En quoi faisant? En peut-être développant des thèmes qui les intéressent, en faisant de la prévention, en les entraînant. Chaque fois qu'il y a un programme, on essaie de prendre une fille, de la monitorer, comment on dit, d'être sa marraine, comme on dit. En fait, voilà, c'est ça. Moi, je me disais que peut-être ce qui serait intéressant, ce qui serait intéressant, c'est peut-être de voir leur domaine d'activité, ce qui les intéresse et de les attirer là-dessus. Voilà, pour qu'ils puissent au moins y mettre un peu de tien, pour qu'elles soient beaucoup plus intéressées. D'accord. C'est ce que je disais, que chaque femme puisse prendre en charge une jeune, être son mentor, l'aider, l'encadrer comme elle a dit, lui expliquer l'enjeu pour que les défis auxquels elles sont confrontées, aussi bien jeunes comme jeunes filles, comme jeunes hommes. Parce que je pense, ce que je dis, c'est valable aussi pour les jeunes garçons. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. À la suite de ce qui a été dit, pensez-vous que les jeunes filles et les jeunes femmes sont-elles vraiment prêtes pour assurer la relève générationnelle? Oui, elles sont prêtes. Parce qu'elles ont les compétences requises pour donc assurer ces relèves intergénérationnelles. Mais c'est-à-dire, il faut qu'elles manifestent de l'engagement et de la volonté, mais il faut également un accompagnement, comme je dis. Et l'accompagnement, c'est nous. Essayer de les attirer dans des programmes, dans des activités surtout beaucoup plus attractives, et d'assurer leur formation, et d'essayer de les rassurer. Parce qu'il y en a qui flippent, qui ont peur parce que peur de s'engager. Il nous revient à nous adultes de faire ce travail d'accompagnement pour les aider à donc s'impliquer davantage dans cette relève intergénérationnelle, mais elles ont les compétences pour le faire. Tout à fait. Et Sophie? En fait, moi, je vais rappeler ce qu'une dame m'avait dit un jour. Elle me disait que ses enfants ne veulent plus militer parce que tout simplement, leur maman a déjà fait le boulot pour elle. Parce que tout simplement, elle se dit qu'elle s'est battue pour que les femmes puissent intégrer les instances de décision, pour que les filles puissent aller à l'école et rester à l'école et faire leur diplôme. Elles se sont battues pour que les femmes et les filles puissent avoir, pour qu'on puisse respecter leurs droits. Donc aujourd'hui, il y a ces acquis. Donc ces filles se disent que oui, notre maman travaille pour nous, donc on va rester là. On a eu quand même les acquis. Donc, mais le problème qui se pose, les acquis, ça se consolide. Tout à fait. Parce qu'on peut le perdre à n'importe quel moment. Tout à fait. Tout dépendra du contexte, mais également de l'évolution de la société. Donc, Tata Diago l'a dit tout à l'heure, il faut que nous, à notre génération, consolide ces acquis. Également, apporter notre contribution.
Et pour apporter notre contribution, il faudra vraiment beaucoup d'engagement, mais également essayer de changer d'approche. Parce que peut-être que le combat que nos mamans, que les Tata Diago menaient avant, il y a eu des changements parce qu'ils ont réussi quand même, s'ils n'ont pas quand même tous les acquis, mais moi je dirais qu'ils ont plus de la moitié quand même. Donc c'est nous, notre génération, notre responsabilité, c'est non seulement de consolider, mais également de voir comment nous devons contribuer, comment essayer d'expliquer à ces filles-là qu'aujourd'hui vous allez au bureau, vous intégrez les écoles jusqu'à un certain niveau parce que tout simplement, vos mamans, vos tantes, les femmes se sont battues pour que vraiment on respecte. C'est ça. Exactement. Donc il faudra de l'engagement. Parce que l'engagement, ce n'est pas facile, Khadija. Ouais. L'engagement, c'est des sacrifices. Il faut vraiment, c'est des sacrifices financiers. C'est la volonté. C'est la volonté, c'est la motivation. Tout à fait. Laisser son confort pour aller sur le terrain, se battre pour d'autres personnes. Parce que tout simplement, moi, je peux me dire qu'aujourd'hui, Tata Diago peut-être a déjà travaillé. Elle est à la retraite. Elle pouvait se dire que oui, moi, je vais me rester parce que je suis à la retraite. Vraiment, j'ai fait ce que je devais faire. Je laisse les autres continuer. Pourtant, non. Elle est toujours sur le terrain, elle se sacrifie. Avec la Covid, vous avez vu, elle a dirigé un groupe vraiment riposte. Elle était tout le temps sur le terrain. Et pourtant, elle pouvait se dire que oui, non, moi, je suis aujourd'hui, je suis à la retraite, la Covid menace plus les personnes peut-être. Je fais partie des personnes vulnérables, mais elle ne l'a pas fait parce que c'est un engagement. Et vous savez, les jeunes veulent tout et tout de suite. Hein. Ça oui, c'est ça. Oui, elle a raison. Ils sont pressés. Vous sortez de l'université, vous ne passez même pas par un stage, ou bien 3 mois de stage, vous voulez un boulot stable. Vous militez dans une association. Quand on vous demande d'aller représenter l'association à une réunion, une organisation qui se passe, oui, elles disent tout de suite, je ne peux pas y aller parce que j'ai ceci à faire ou je n'ai pas le transport. Nous, de notre temps, ce n'était pas ça. Oui, moi, je me rappelle quand même j'étais au conseiller technique, vous n'avez pas de voiture, on vous en vend en réunion, vous n'osez pas aller dire au ministre ou au directeur de cabinet, je ne peux pas y aller parce que je n'ai pas de voiture. Tout à fait. Et ils ne font pas ce sacrifice, les jeunes. Il faut qu'ils apprennent à faire certains sacrifices, comme elle l'a dit. Voilà, à attendre, à apprendre. Tout à fait. Mais sortir tout de suite, avoir un boulot tout de suite, être cadre tout de suite, avoir une voiture tout de suite, ça, c'est pas possible. Saint-Louis n'a pas été fait en un seul jour. Voilà, elle a parfaitement raison. Parce que on est très pressé, on ne prend pas le temps d'apprendre correctement. Voilà. Et ni gagner d'expérience. Parce que c'est l'apprentissage également, ce n'est pas une journée, ce n'est pas 2 jours, donc c'est dans le temps. Mais nous, notre défaut quand même, c'est ça. On est tout le temps pressé. On veut être présidente, on veut des postes de responsabilité. Sans pour autant passer par vraiment... par le béaba, comme on dit. Alors Sophie, que pour atterrir à ces postes-là, il faudra vraiment l'expérience. Et l'expérience, ça s'acquiert par les stages et tout. Sophie, sans t'interrompre, vous avez dit qu'une dame vous disait que ses enfants lui disaient qu'on avait préparé le terrain, on s'était battu. Mais il y a d'autres défis qu'il faut relever. Et ces défis-là, ces droits-là, vous devez les gagner. Les violences qui sont faites aux femmes et aux jeunes filles. Tu es dans un programme, une organisation qui s'occupe d'excision. Mais ce n'est pas gagné. C'est toujours des pratiques qui sont très courantes. Donc, vous avez d'énormes défis. Des droits à acquérir pour les femmes. Violation de leurs droits par rapport à la violence, par rapport même au travail, par rapport à certaines choses, à leur protection, à leur sécurité. Et ça, c'est votre combat et il faut le porter. Voilà. D'accord. En fait, on va faire une transition. Tout à l'heure, vous avez parlé de la pandémie du Covid. Aujourd'hui, nous faisons face à beaucoup de défis sécuritaires, notamment la sécurité humaine. J'aimerais vous demander quelques actions que le groupe de travail a mises en œuvre dans le cadre de cette lutte contre ce fléau-là et également surtout à l'endroit des femmes. En ce qui concerne le RESPECO, elle l'a dit, on a mis en travail un groupe riposte qui a regroupé 65 organisations de femmes et de jeunes avec une centaine de personnes qui sont venus individuellement avec leur engagement, qui ont contribué pour accompagner le ministère de la Femme, qui ont contribué avec l'aide des partenaires tels que ONU Femmes, tels que HCDH, tels que VLF, pour soutenir 350
femmes chefs de famille, Wow. en denrées alimentaires, en équipement de kit d'hygiène, lavage des mains, évalué, ce lot évalué à 58 millions à peu près francs CFA, on l'a fait. Mais au niveau du groupe de travail, je laisserai à Sophie le soin de le faire. Nous avons fait de la prévention, de la sensibilisation, mais aussi ils ont fait des formations, ils ont fait des échanges thématiques au niveau de l'espace CEDEAO. Nous aussi, nous avons entraîné avec l'action que nous avons menée les cellules nationales RESPECO au niveau de la CEDEAO, qui ont eu à entamer, à faire le même travail que nous sur le terrain et qui ont obtenu vraiment des résultats concrets, palpables, touchables au niveau des 15 pays, de même que le groupe de travail. Je n'ai pas participé à ces programmes, mais j'ai participé par exemple à une téléconférence qui était présidée par le représentant du secrétaire général des Nations Unies en Afrique de l'Ouest et du Sahel, Ibn Chambaz, ici. Ça, vraiment, c'est une activité assez importante. Peut-être qu'elle pourra y revenir pour dire le groupe de travail, en fait, quel type d'activité le groupe a mené par rapport à la Covid. D'accord. Le groupe de travail, déjà, c'est un cadre de réflexion. Ce n'est pas une association ni une organisation, c'est un cadre de réflexion qui regroupe des organisations. Et là, durant la pandémie du Covid, quand même, il y a eu des échanges thématiques. Parce que d'habitude, on faisait ça sur les questions de paix et sécurité. Oui. Mais cette fois-ci, on avait consacré les 3 premiers échanges sur l'impact de la Covid sur les femmes d'abord. Ensuite, il y a eu comme, un autre échange, une autre session sur le mandat de UNOVAS qui prend en compte ces pandémies dont Ibn Chambas a animé. Et l'autre session, ça portait sur l'impact de la pandémie sur les jeunes. Donc, on avait demandé à chaque pays de renseigner des questionnaires sur l'impact concernant le niveau national, sur l'économie, sur l'emploi des jeunes. Donc, en tout cas, les difficultés que les jeunes ont rencontrées durant cette pandémie. Au niveau national, le groupe de travail a fait beaucoup de prévention également. Donc, c'est des messages qu'on faisait passer à travers... on a fait une vidéo sur ça, de sensibilisation, également des capsules où on passait des messages de sensibilisation. Également, dans le cadre du groupe de poste, on a également participé aux activités. Donc, parce que nous sommes également des organisations qui sont membres et ces organisations également ont participé au groupe de poste. Donc, ce qui faisait quand même qu'on faisait quand même beaucoup de sensibilisation au niveau de nos organisations. Parce que ce qui était intéressant, c'était de partager. De partager avec les membres. Ce qui se faisait également, les membres en profitaient pour faire passer les messages que le groupe nous envoyait. Donc ça nous permettrait de multiplier les messages et également atteindre le maximum de cibles. De cibles. Surtout. D'accord, c'est vraiment important. Moi, j'ai envie de vous demander comment est-ce que vous voyez la politique des gouvernants à l'égard des femmes aujourd'hui? Ben, si on prend le cas du Sénégal, il y a eu des progrès qui ont été faits par rapport au programme politique concernant les femmes, mais il faut renforcer, consolider ce qui existe et renforcer davantage. Par exemple, concernant la participation politique des femmes, on l'a évoqué tantôt, nous avons la parité que beaucoup de pays d'Afrique nous envient et qui viennent s'inspirer de l'expérience sénégalaise. Mais il faut consolider cette parité parce que certains hommes le contestent toujours. Donc il faut lutter pour consolider, stabiliser, mais aussi avoir d'autres acquis par rapport à la parité. Au niveau par exemple de l'attelage gouvernemental, je pense sur 30 ou 45 ministres, je n'ai même plus le nombre. On n'a qu'une dizaine de ministres femmes. Est-ce qu'on fait même 10? Je ne sais pas, je n'ai pas les chiffres. Je n'étais pas préparée à cette question. Mais ce n'est même pas le cas. Tout à fait. Donc, et au niveau de certaines directions, des postes de responsabilité, donc il faut mener ce combat davantage pour que les femmes puissent participer au même titre que les hommes au niveau des espaces de décision, pour être des élus locaux au niveau de leur communauté, de la base jusqu'au sommet. On a les conseils collectivité territoriale qui est dirigé par une autre dame de grande compétence. Qu'est-ce qu'on a? On a une femme première ministre, mais il reste des choses à faire. Par exemple, au niveau des partis politiques,
les femmes n'occupent pas les premiers plans jusqu'à présent. C'est des rangs elles sont loin derrière les hommes. Elles participent à la mobilisation, elles participent à la animation des partis. Et à l'organisation. À l'organisation. Elles le font mieux que les hommes et puis elles sont reléguées au second plan. Ouais. C'est elles qui élisent les hommes parce que nous faisons plus de 52%. Tout à fait. Donc c'est elles qui animent les meetings, c'est elles qui animent les sabbats, c'est elles qui animent les manifestations des partis politiques. Et sur le plan économique également, ici on parle, depuis la Covid, on parle de rachat de la dette ou annulation de la dette. Il faut que ce qu'on va gagner de cet achat, de cette annulation, soit investi dans des programmes de femmes qui concernent les femmes et les enfants, parce que c'est là où on a les faiblesses. Tout à fait. Donc je pense qu'il faut reconnaître que le gouvernement a eu à faire pas mal de programmes, pas mal de choses. On a eu beaucoup d'acquis pour les femmes, mais il reste encore un grand fossé à enjamber. Je ne dis pas combler, vraiment. Donc on doit travailler, nous femmes également, avec les jeunes, pour que ces programmes politiques dont on a parlé, que ce soit sur le plan politique pur, économique, social, que vraiment on donne à la femme la place qui lui revient, parce que là, on ne peut pas être une démocratie et laisser en rade plus de 52% de sa population constituée de femmes. Tout à fait.